là, donc on va faire une démarche pour passer de la vie à la mort ici. Bon, le débat sur l'euthanasie est bien entendu quelque chose qui est un peu faussé, parce que déjà le terme d'euthanasie, c'est utilisé aussi pour des animaux. On dit un chien a attaqué un enfant, on va l'euthanasier. Non, là on n'est plus dans le cas d'euthanasie, c'est tout, c'est un animal à qui on va ôter la vie parce qu'il présente un danger, sauvegarde. Tandis qu'une personne, peut-être qu'elle a envie tout simplement de ne pas souffrir, pour terminer. Elle a envie de garder une certaine forme de dignité. Je suis un peu embêté pour définir ce mot dignité. Mourir dans la dignité, moi je préférerais dire j'ai envie de finir de vivre dans la dignité, ici en tous les cas. Et donc peut-être que ce choix, bien, il va se faire de lui-même. Alors on peut choisir de laisser mourir en diminuant les traitements, en arrêtant un traitement et en laissant la vie elle-même choisir le moment de la mort, ici. Ou bien on peut décider, comme dans certains pays, comme en Suisse par exemple, eh bien, de passer à donc, une assistance active à la mort. C'est pas du tout la même chose. Parce que d'un côté on laisse mourir, de l'autre côté on fait mourir. Et c'est deux notions totalement différentes par rapport à moi. À qui je vais confier le soin de dire voilà, demain à 17h, ça s'arrête. Parce que c'est ça. Il y avait un film qui est sorti il y a quelques mois, The Session, les sessions, et puis un autre film qui était sorti, c'était sur les quelques heures de printemps, et qui montrait qu'on pouvait accompagner ainsi en fin de vie. Mais là, la personne était complètement dessaisie de sa propre individualité. Donc, aller chercher le médicament en Suisse, aller faire un petit stage pour comprendre, est-ce que c'est encore véritablement aider la personne? Chacun, bien entendu, ici, aura sa propre conception. Ici. Et les francs-maçons au sens large ne vous donneront pas de réponse et ne nous donnent pas de réponse, bien entendu. En revanche, il est important qu'on puisse se poser la question et d'être capable peut-être de renouveler l'interrogation lorsqu'on sera dedans. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près en forme, et puis nous parlons de ce sujet. Qu'en sera-t-il lorsqu'on sera effectivement dans le cas ici? Donc il y a cette notion de règlement. Alors la réglementation en cours, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? D'abord, chacun a droit au respect de son corps. Alors ça, on le retrouve pratiquement dans tous les pays européens. On ne le retrouve pas mondialement. Ça n'est pas écrit explicitement dans toutes les constitutions de tous les pays qui sont à l'ONU. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent pas faire l'objet d'un droit patrimonial. Patrimonial, c'est-à-dire le patrimoine. Alors il faut bien se souvenir que la notion de propriété et de patrimoine, eh bien, elle remonte à deux moments de notre histoire. Il y avait Locke en Angleterre qui avait essayé de définir the property, c'est-à-dire la notion d'être propriétaire de son corps, à une image différente d'ailleurs de celle d'une matière. Et puis la Révolution française s'est inspirée de ces réflexions pour faire la différence entre celui qui était l'humain vassal d'un suzerain, et donc qui était le dépendant d'une autre personne. Donc un humain avait autorité sur l'autre parce que eh bien, l'humain cultivait la terre, et donc il faisait partie de tout l'ensemble. Il naissait sur la terre, il cultivait la terre, il mourait sur la terre, c'était l'ensemble. Et le fait de rendre à tout humain son individualité, eh bien ça devait passer par le fait que la personne pouvait devenir propriétaire, mais elle-même ne devait plus être achetable, cédable, etc. Ce qui fait que, si on pousse le raisonnement, si on n'est pas donc, une denrée que l'on peut acheter, personne n'en est propriétaire. On ne peut pas être propriétaire à la limite de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, que l'on ne va pas vendre un organe. On ne va pas vendre un peu de nous-mêmes. Et on ne peut pas vous acheter ou vous prendre, puisque vous n'êtes pas du matériel. Il n'y a pas de propriété. On ne peut pas aller vous voler quoi que ce soit. Vous n'êtes pas donc du matériel. Donc ça, c'est un principe de base qui est mis en défaut et qui va être sujet à caution au moment des greffes, bien entendu. Alors, rapidement, je dirais que la propriété, elle s'arrête quand même avec le corps, mais vous pouvez donner
vos idées sur ce qu'on va faire de vous lorsque vous ne pourrez plus l'exprimer. Alors aujourd'hui, c'est quand même très curieux. Lorsque la personne passe de vie à trépas, on entend très souvent les petits-enfants, lorsque c'est une personne âgée, les petits-enfants dire « Ah, il est parti trop tôt, grand-père ou grand-mère, elle est partie trop tôt ». Et donc, quand ils peuvent l'exprimer, c'est toujours trop tôt parce que c'est... On est un peu déshabitué de la mort. On est complètement déshabitué. Qu'est-ce qu'on fait du corps qui a cessé de vivre? Alors déjà, c'est entouré de, très souvent, d'un monde médical qui fait passer de la vie à la mort. Mais le corps, qu'est-ce qu'on en fait? On va le mettre dans un salon funéraire. On va aller le confier. Il y a encore 50 ans, le corps restait à la maison, on voyait défiler la famille, on voyait défiler les amis, les voisins, et les enfants assistaient à ce rituel de passage, de reconnaissance, où chaque personne qui a connu le défunt venait se recueillir devant le défunt. Ce n'est pas parce qu'il n'était plus à 37 degrés, qu'il n'y avait plus le cœur battant, que ça n'était plus la personne. On la reconnaissait encore comme personne, même si elle n'était plus animée du souffle de vie. Mais elle était encore animée, elle avait encore une âme, elle avait encore un esprit ici. Aujourd'hui, on confie ça à qui? On confie ça à des salons, 9h, midi, 2h, 5h. Alors on vient signer, on s'est dessaisi de tout cela. On s'est dessaisi même de l'idée que finalement, la mort fait partie de la vie. Et on a ainsi. Alors, est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faudra revenir ou pas, au niveau évolution sociétale? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est le fait aussi de ne pas avoir l'image de ce que l'on ne veut pas vivre. On ne veut pas avoir cette image de la mort ici. Voilà. Bon, ça, c'est... Autre point que l'on pourrait aussi, qui est limite au niveau de l'identité, ce sont les vaccinations. Les vaccinations, on va dire, c'est fait dans un esprit de bien public, de santé publique. Il y a un certain nombre de vaccinations qui sont obligatoires. Des vaccinations qui sont obligatoires pour aller dans certains pays. Des vaccinations obligatoires pour pouvoir lutter contre des maladies qui se répandraient dans un milieu scolaire, par exemple. Là encore, on est très ambigu. La plupart des vaccinations se font dans un pays, je ne parle pas de changer de pays, mais dans un pays, elles se font sur des enfants. Les enfants qui n'ont pas autorité pour pouvoir décider. Donc, or, les vaccinations, si elles apportent bien entendu une confiance dans l'avenir, si elles apportent aussi un bien-être social, c'est pas innocent de conséquences parfois. Souvenons-nous d'un certain nombre de cas où l'hépatite B, par exemple, le vaccin contre l'hépatite B donc, a eu des conséquences, ou d'autres vaccins ont entraîné des complications. Donc l'enfant, lui, donc il subit. Et il y a très peu de vaccination, voire pas de vaccination obligatoire sur l'adulte, qui lui, au contraire, pourrait dire oui ou non. Mais qui sommes-nous pour pouvoir dire nous allons lui injecter un produit étranger pour son bien-être? Et on revient toujours à la même question, c'est est-ce que j'ai le droit de choisir ou pas? Alors là encore, on marche un petit peu sur la tête, parce que les vaccins sont payants. Par contre, les soins sont pris en charge par des services de mutualité ou d'assurance, etc. Là, on marche un petit peu sur la tête, parce que si on était vraiment cohérent, les vaccins devraient être gratuits et devraient être payés par les mutuelles ou par les assurances, puisque à long terme, normalement, ça devrait améliorer notre bien-être et donc les caisses des mutuelles. Pourquoi? Là, c'est une question de vision à long terme. Qui aura le courage politique peut-être d'inverser la mécanique et de dire on va regarder plus loin, et même si les effets se feront sentir quand je ne serai plus élu, eh bien donc j'ai envie de le faire. Là, c'est du courage politique. Ici. Et mon individu est en cause dans cette histoire. Ici. Et certains ne se vaccinent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ici. Alors, au niveau des transplantations, parce que lorsqu'on veut prélever un organe, lorsqu'on veut prélever une partie de l'individu, aujourd'hui les mentalités vont plutôt dans le sens a priori on est pour, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant il fallait le consentement de la famille ou de la personne. Alors des cartes ont été créées, des cartes de donneurs d'organes, je parle là d'organes, pas de donner son corps à la science, ici. Où là, on a fait véritablement un acte de différenciation. On sait que la matière, la chair,
quand la chair va quitter les os, eh bien donc ça va être complètement autre chose. C'est pour le bien de l'apprentissage des étudiants. Ok. Non, là je parle de donner son... Alors il y a bien sûr des organes qui peuvent être donnés de notre vivant. Alors là, on arrive à un point qui est un petit peu plus sacré. Si ça m'appartient, si mon cœur m'appartient, j'ai envie de le garder, il est vital. Donc celui-là, je ne vais pas le donner. Mes yeux, je vais les garder aussi. Mais le foie, je peux le donner en partie. Et ça va sauver très souvent donc, quelqu'un pour qui tous les traitements sont arrivés donc, à leur limite, et la greffe, à ce moment-là, devient l'ultime recours. C'est l'ultime recours. C'est vrai pour les reins. On peut fonctionner parfaitement avec un seul rein. En fait. Donc quand on se dit, aujourd'hui, la dialyse est prise en charge, elle est lourde, etc. On manque énormément encore de donneurs de reins en particulier. Mais donc on peut donner donc, le foie, on peut donner les reins, on peut donner aussi des organes du vivant. Mais si c'est à moi, ça veut dire que ce sera un peu de moi qui ira chez quelqu'un d'autre. Et le receveur qui va recevoir ça, est-ce qu'il peut s'approprier alors le nouvel organe? Puisque c'était la propriété de l'autre. Alors si c'était la propriété, il se l'approprie, c'est plus moi. Mais derrière cela, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond. Lorsque on passe à donner le cœur, poumon, l'ensemble après la mort de l'individu, il faut déjà être prêt dans sa tête, parce qu'on ne peut pas attendre une journée. Il faut qu'une équipe médicale puisse prélever le plus vite possible des organes en bonne santé sur une personne qui vient de mourir. Bon. Donc il faut qu'il y ait des personnes qui meurent en bonne santé pour avoir des organes déjà. C'est la première des choses. On différencie l'équipe qui va prélever de l'équipe qui va greffer. Donc ce sont deux éléments différents pour éviter bien entendu les collusions, les trafics, etc. Et puis, ce qui est curieux, c'est que très souvent, en grande majorité, la famille accepte la proposition du médecin ou de l'urgentiste qui dit voilà, on arrive, on est au bout, on va le maintenir un tout petit peu en survie pour pouvoir prélever. Est-ce qu'il était d'accord? La famille va le dire. Et très curieusement, il y a un organe pour lequel il y a très souvent un refus. C'est les yeux. Il y a très souvent un refus de donner la cornée, de donner les yeux. Autant pour l'ensemble cœur-poumon, il y a eu une sensibilisation par rapport aux myopathies, il y a eu par rapport à un certain nombre de maladies, donc, et puis des personnes un peu connues, donc on fait savoir que la greffe était importante. Pour le foie, le rein, etc. aussi. Et puis, les yeux, curieusement, donc, parce que les yeux, ça représente le regard. Et même si sur le corps, on ferme les paupières, les yeux continuent à représenter une image. On est un peu dans le domaine du sacré, ici, à ce niveau-là. Lorsqu'on prélève un cœur en bon état, et qu'on vient le transplanter, donc le greffer a d'énormes chances de survie. Aujourd'hui, les greffes de cœur, c'est une véritable réussite. Depuis le professeur Barnard, en 1967, donc ça remonte à une cinquantaine d'années, bon, qui a effectué sa première greffe, qui n'a duré que quelques jours, mais aujourd'hui, donc c'est monnaie courante. C'est quand même le cœur d'un autre qui bat. Et très souvent, ceux qui sont des greffés savent que quelqu'un est mort pour que lui vive. Il y a ce côté sacré. On a donné l'exemple aussi d'une personne à qui on a greffé deux mains, il s'était fait couper les deux mains, donc il y a eu une greffe d'une main droite, une main gauche. C'est un immense travail au niveau d'une équipe médicale, parce qu'il y a beaucoup de choses à raccorder. Et cette personne qui s'est fait greffer les mains, au bout de quelques mois, a dit « S'il vous plaît, enlevez-les-moi. C'est les mains d'un autre qui bougent sous mes yeux, je ne le supporte plus. » Et donc, on lui a retiré ses deux mains. On avait atteint le sacré. Le corps est sacré. Le corps, ce n'est pas simplement de la matière. C'est la personne qui en jouit, et si c'est le corps d'un autre, on ne se reconnaît plus. Et vous voyez qu'on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, sur l'identité. Et lorsque j'avais rencontré deux petites filles, c'était des filles d'une dizaine d'années, l'une était une greffée, elle avait reçu une greffe de moelle osseuse de sa sœur, et sa sœur avait donc accepté de sauver sa sœur,
tout s'était bien passé, les deux petites sœurs s'entendaient bien, puis alors, je leur disais, mais est-ce que ça va, vous entendez bien? Est-ce que vous reparlez des fois de la greffe? Puis il y en a une des deux qui disait, oh, des fois on se chamaille quand même. Hein. Et puis quand vraiment on se chamaille beaucoup, ben, je dis à ma sœur, je dis, oh, rends-moi ma greffe. Rends-moi ma greffe. Alors c'est un mot d'enfant, mais c'est pour dire aussi que c'était un petit peu encore d'elle-même qui tournait de l'autre côté. Alors vous allez dire, on pourra parler de la procréation là derrière, parce que je parle de jeunes. Effectivement, au niveau de la procréation, le sujet de l'identité est là aussi. Lorsque un enfant vient au monde avec une maladie génétique, pour laquelle il n'existe pas de soins, ou peu de soins, ou peu de chances de survie. Et que seule une greffe, je vais prendre l'exemple de la greffe moelle osseuse, peut permettre la survie. Aujourd'hui, on est capable de choisir dans des embryons que l'on réalise en in vitro, et donc ce sont une fécondation artificielle, on prélève des spermatozoïdes, on prélève plusieurs ovocytes, plusieurs ovules, on réalise donc plusieurs embryons, on les fait se développer, et par un test, un diagnostic préimplantatoire, on regarde si ces embryons portent ou non déjà